Ok, c'est parti dans cette vidéo, mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de cette rencontre inattendue avec notre ami le multimillionnaire, à qui je fais des gros bisous s'il regarde cette vidéo. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. En tout cas, tu te reconnaîtras et je te fais des super bisous. Donc, ce multimillionnaire qui est maintenant un ami, dans cette vidéo, je te parle de comment est-ce que je l'ai rencontré, de quels sont ses traits de caractère, comme ça tu pourras t'en inspirer, parce que je trouve que c'est une personne passionnante, et je te partagerai dans ce challenge du mois d'août une vidéo par jour, je te le rappelle, n'hésite pas à liker, t'abonner, me faire des retours, suivre un peu mes trucs, c'est cool, ça me fait plaisir, comme je te l'ai déjà dit, mon objectif c'est vraiment de créer de la valeur, je n'ai rien à vendre, je veux juste m'amuser, transmettre, et avoir un petit impact sur cette société, qui est pouvoir, pourquoi pas enseigner et transmettre de la connaissance que j'ai pu acquérir. Je te parlerai également de ses conseils qu'il m'a donné, tant sur mon business, tant sur ma trajectoire de vie et tant sur les opportunités futures. Parce que lui et moi, on se considère comme des businessmen, autrement dit des hommes d'opportunités. Et donc, je te parlerai d'opportunités dans cette vidéo. Sans plus attendre, je te contextualise un petit peu l'histoire. Comment est-ce que j'ai rencontré notre ami qui a une machine à cash qui fait à peu près 15 millions par an, grosso modo. Je te fais un petit peu voyager, tout se passe à Bali, en Indonésie, où, pour la petite histoire, donc je vis, c'est très compliqué de dire je vis parce que c'est vrai que j'ai pas un vrai pied à terre, mais j'étais pour un petit bout de temps à Dubaï. Laisse-moi boire, on prend le temps, mets-toi à l'aise, on prend le temps, on est au mois d'août, on n'est pas pressé, on ne court pas. On est à Dubaï, je suis avec mon ex-copine, et puis mon ex-copine décide de quitter Dubaï pour X raisons, et donc retour en France pour un petit très peu de temps, je la raccompagne, tel un bon gentleman, je la redépose chez elle, et puis voilà, on finit en très bons termes, enfin bref, je te passe les détails. Et moi, je me dis, ok, on est à peu près au mois de mars-avril. Il va commencer à faire très chaud à Dubaï. J'ai pas forcément envie de retourner à Dubaï tout de suite. J'ai mon meilleur ami qui est en Indo à Bali. J'ai vécu à Bali. Je suis vraiment un cliché d'influenceur, mais les gars, c'est vraiment la vie que je vis et que j'ai vécu et qui est géniale et vraiment hors cliché, hors tout ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment la vie que je vis et que j'ai vécu sur ces derniers mois. Donc je retourne à Bali voir mon meilleur ami qui lui m'avait rejoint quand je m'étais installé la première fois à Bali et qui est resté un petit bout de temps. Ok, donc je rejoins donc mon meilleur ami à qui je fais des gros bisous que j'aime très très fort. Je le rejoins et puis bon moi je suis dans cette phase forcément, hein, post-relation, t'as envie un peu de te changer les idées, de voir les copains, pourquoi pas de sortir. Enfin, je suis pas quelqu'un qui sort énormément, c'est pas trop mon truc, mais m'aérer l'esprit. Disons, je suis dans cette logique de m'aérer l'esprit. Mon meilleur ami, il faut savoir il travaille avec les clubs de Bali, donc pour ceux qui connaissent le Savaya, le Desa Kitsune et tous ces autres clubs. Et puis ce soir-là, il bosse, donc il a une soirée, il a une table, en fait, il est en hospitalité, il a une table au Desa Kitsune. Cool, on y va. On y va, je me chauffe, vas-y, tu sais quoi frérot, on y va, on va faire un peu la fête, on va s'amuser. Moi je bosse comme un animal, là j'ai envie de kiffer ma life. On va au Dessa, donc la soirée se passe bien. Il faut savoir un truc, c'est que je bois pas ou très peu d'alcool. Véritablement, ça a pu m'arriver dans le passé, mais j'ai cette croyance, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai cette croyance que, tu vois, au même titre qu'un athlète qui fait attention à son corps quand tu entreprends ou quand t'es dans le business, ton instrument principal, c'est ton cerveau. Euh, donc c'est vraiment le truc que je dois chérir le plus au monde, faire attention à mon cerveau, ok? Et je pars du principe où l'alcool ça détruit un peu le cerveau. C'est vraiment une croyance qui est avérée ou pas, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je réfléchis par rapport à mon esprit, et c'est pour ça que je vais privilégier des trucs vraiment type méditation, apprentissage, lecture, qui vont vraiment je sais pas, c'est un peu mes exercices mentaux et c'est quelque chose qui, quand je fais ça, j'ai l'impression vraiment de développer mon cerveau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais c'est comme ça que je pense. Je te passe les détails. Donc je bois pas ou très peu d'alcool et bien évidemment, tu te doutes bien que dans le carré, il y a que de l'alcool. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif et les jus de pomme, les Red Bull, les trucs comme ça va 2 minutes, mais j'ai très soif. Donc je vais au bar. Je vais au bar,
pour m'acheter une bouteille d'eau classique. Et là, à côté de moi, il y a ce mec habillé avec un t-shirt blanc simple, une belle montre. Comment vous dire, je fais attention à tous les détails dans ma life, mais je ne suis pas du tout axé sur le physique. Là, je vous le décris vraiment pour un petit peu pour que vous puissiez vous projeter. Je suis pas quelqu'un d'axé sur le physique, sur le matériel, sur toutes ces choses. Le mec est habillé avec un t-shirt blanc, il a une belle montre, ok, soit, super, j'en ai rien à foutre. En plus, on sait très bien qu'en boîte, le nombre de mythos qui ont des fausses montres, et c'est ça, je m'en branle. Et, donc, je suis au bar, je suis à côté de lui, je vais pour prendre une bouteille d'eau. Lui, il prend une bouteille d'eau aussi. Déjà, truc très cool, tu vois, un super pote, moi dans ma tête, c'est un super copain, le mec qui boit de l'eau. Donc déjà, quand le mec il est en boîte, il boit de l'eau, tu sais que la discussion que tu peux avoir avec lui, elle va pas être en mode ah, tu fais quoi, ah, je suis en vacances, je fais la fête, ah non. Tu sais que le mec il peut, bah, je sais pas, tu peux avoir une vraie discussion plutôt qu'une discussion balourde de boîte, tu vois, où t'as vu la meuf là-bas, elle est trop fraîche, ouais, super, ouais, ok, on s'en fout. Donc, il prend sa bouteille d'eau, je prends ma bouteille d'eau. Avant ça, pardon, je sais plus ce qui se passe, on parle, machin, vite fait, on échange 2-3 mots, et puis en fait, il prend une bouteille d'eau, je lui dis, do you want me to pay? Il faut savoir qu'il parle anglais, enfin, c'est de l'eau, on s'en fout, tu vois, donc presque on se bat au comptoir pour payer, enfin, bref, donc c'est là où déjà il y a un petit échange qui est sympa, et en fait, on commence à discuter, et c'est là où c'est très important, les gars, un truc que moi j'ai appris, c'est quand tu parles avec ton toi intérieur, t'as pas d'ego. Et en fait, quand quelqu'un parle avec de l'ego, c'est généralement qu'il n'est pas forcément à l'aise et donc il se met une barrière. Et cette barrière, elle te bloque à t'ouvrir à quelqu'un dans ton relationnel, je pense. Et donc là, c'est une discussion qui est sans ego et c'est magnifique. Ça, pour moi, ça relève de l'intelligence de quelqu'un qui arrive à parler avec son lui, pas avec l'image qu'il a construite de lui, mais son lui. Ok ? Et donc on parle, là, tu fais quoi à Bali t'habites où machin Donc moi je lui dis que j'étais à Dubaï, que je viens de me séparer de ma copine. Et lui, donc c'est là où ça a été, je pense, un premier lien. Lui me dit il s'est séparé de sa copine en Thaïlande. Et donc il vient à Bali aussi pour se changer l'esprit. On tient notre hook, on tient notre... C'est à ce moment-là où on commence à être liés, tu vois. Ok, super, bah cool, bah tu vois, je te raconte mon histoire, tu me partages ton histoire. Il me pose beaucoup de questions sur moi, trait de caractère d'un millionnaire, je pense, et d'une personne intelligente, faire parler l'autre personne. Ok, faire parler l'autre personne parce que en vrai, on a deux oreilles, une bouche, donc c'est 2 fois plus important d'écouter que de parler. Peu importe sur qui tu vois, business, relation, ce que tu veux. Et les gens adorent parler d'eux. Je t'invite à regarder Influence et Manipulation. Enfin bref, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans de l'influence, on est vraiment dans du relationnel, on s'en branle. Juste on est là voilà, pour échanger, la vie est belle, il y a un être humain sur Terre avec qui je peux partager, il partage, c'est cool. Donc voilà, il me raconte ça, et puis on arrive à la question basique, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Donc moi je lui dis que j'ai une marque, je lui dis que j'ai une agence de digital. Il faut savoir que je parle pas trop de ma marque, mais je lui dis que j'ai une agence de digital. Et à ce moment-là, je montais sur un deal d'import-export avec la Chine. Enfin, le deal plutôt avancé, j'étais déjà en train de bosser grosso modo sur cette nouvelle société. Lui me dit qu'il a une marque d'e-com, voilà, il rentre pas trop dans les détails, et puis moi j'ai pas de tabou dans le sens où bah tu fais du business, je fais du business, ok, combien tu génères, tu vois, c'est un peu la métrique de n'importe quelle personne qui fait de l'entrepreneuriat, donc j'y vois pas d'inconvénient à poser cette question. La personne après elle me met un ouais, j'ai pas envie d'en parler, bah on n'en parle pas, c'est ok, tu vois. Et lui il me dit qu'il tourne entre 15 et 20 millions, non, 15 millions annuels, pardon. Ok, c'est un énorme chiffre, c'est magnifique, c'est pas du tout ce que je fais, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, mais soit, c'est cool. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, donc cool, mais je suis pas dans ce truc de... Enfin, je me dis, ça peut être une personne intéressante, mais une fois de plus, t'es en boîte, tu te méfies un petit peu, tu vois, tu sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, ok. Et donc là, il y a un bon contact avec ce gars-là, on échange nos coordonnées. Moi, quand je prends mon eau, en fait, je vais pour rentrer, littéralement, donc il est là 2 heures, Papy Caïs va pour rentrer à la maison. Donc je dis au revoir à mon meilleur ami, je rentre. Et puis le lendemain, j'envoie un petit message. C'était super cool de faire ta rencontre. On se voit quand tu veux. Et là, on se voit plusieurs fois. Et donc là, on commence à échanger. Et je me rends compte que ce mec-là a un énorme patrimoine qu'il a fait de zéro. Et donc là, j'en viens un petit peu à son histoire, à ce gars-là. C'est un gars qui part d'un milieu complètement défavorisé, d'un pays sous-développé. Et il avait une compétence. Une compétence à développer, surtout dans ces pays-là, c'est
l'informatique, disons, il avait un ordi et donc bah, il passait ses journées sur l'ordi. Donc imagine un peu un profil un peu de nerd, tu vois, à la base. Et d'ailleurs, c'est très smart parce que c'est une belle leçon. C'est le mec, bah voilà, il est dans un environnement qui est complètement fracassé. Le seul moyen de s'en sortir, littéralement, c'est la technologie parce que ça te permet de t'ouvrir à des portes, à des compétences digitales et tu peux être mêlé à un milieu où tout le monde se regroupe à travers bah, des skills où véritablement on ne te voit pas, on ne sait pas quitter, on ne te juge pas à ton apparence ni à ton milieu social. Excellent. Et donc ce mec-là, il naît avec un ordi en fait. Littéralement, il naît avec un ordi, donc il a quand même ce trait de caractère, je pense, de nature, disons, introverti. Et donc il m'explique, parce que du coup, forcément, on se voit une fois, deux fois, trois fois, ça en devient un ami. Et un jour, je lui dis, vas-y, raconte-moi ton histoire, quoi, vas-y, d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Donc il m'explique qu'il grandit avec cet ordi-là. Au début, bah, il fait des trucs à la con, il arrive à hacker des Facebook, des ci, des ça, ok. Et puis un jour, il se rend compte qu'il a des vrais devs, des vraies compétences en dev, en code, il arrive à analyser plein de trucs, mais il veut pas forcément opérer dans le mal, côté hacker, tu vois. Et donc il devient white hack. Pour ceux qui ne savent pas, les white hacks, c'est ceux qui résolvent des problèmes sur des sites internet. Et en échange, ils claiment des bounties, donc des récompenses pour avoir résolu des bugs. Et lui, il trouve un tas de bugs sur plein de sites de fous. D'ailleurs, il trouve un bug sur un site, mais genre c'est stratosphérique. Et même lui, tu vois, c'est là où je trouve ça fou, c'est que on en parle, mais il trouve un bug de fou furieux sur un site gouvernemental et il ne m'en parle pas. Il ne m'en parle pas en me disant, bah en vrai, c'est dangereux et le bug a été actif pendant X années, il est peut-être encore actif. Enfin bref, on s'en fout. Mais déjà, je trouve ça ouf. Et donc lui, il s'intéresse forcément à... Bah, il faut faire de l'oseille à un moment. Forcément, il y a 10 ans, tu commences sur... Enfin, 10-15 ans, t'es en ligne. Bah, il s'intéresse à tout ce qui est monnaie digitale. Et notre ami, d'ailleurs, il me montre des screens, les gars, de ses premiers achats de Bitcoin. C'est n'importe quoi. Je crois que Bitcoin était à 5 dollars quand il en achète. Aujourd'hui, il est à 123 000. Donc imagine s'il a mis... Bien évidemment, quand tu as des bitcoins, tu achètes des bitcoins à 5 dollars, la probabilité pour que tu les gardes jusqu'en 2025 et le biais psychologique pour hold quand ton bitcoin il fait 100 000, 80 000, 120 000, 60 000. Ok, il les a sûrement pas gardés, mais autant vous dire qu'il a fait une énorme plus-value sur ça. Une énorme plus-value, une plus-value vraiment dont on n'a pas idée. Ok. Donc forcément, ça prend de la valeur avec le temps. Lui, il investit un petit peu. Arrive la bulle 2018, je crois, 2017, la bulle des ICO, où lui, il est complètement dans le marché. Pour ceux qui connaissent pas les ICO, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai pas envie de m'éterniser, mais grosso modo, c'était la bulle où tu investissais dans des projets et les projets faisaient x10, x20 cash. Donc il investit, il trade, pardon. Il investit dans les NFT et son patrimoine explose comme never. D'ailleurs, très drôle, on en parle des influenceurs d'aujourd'hui, des influenceurs blockchain, crypto, trading, lui envoient des messages pour lui demander des conseils. C'est dingue. C'est dingue parce que moi je suis à Dubaï, donc je connais un petit peu les gens de Dubaï. Il me dit, ah, tu connais ce mec-là? Bah, ce mec-là, regarde le message qu'il m'a envoyé. Bref, non, une fois de plus, on parle en mode, on n'est pas dans l'ego, on parle, ok, il n'y a rien de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est intéressant, c'est hyper intéressant, c'est des conversations qui sont... J'adore parler avec des gens intelligents, et donc c'est des conversations qui sont prenantes, tu vois, mais on n'est pas dans le superflu que lié à l'argent, on est plus lié à la psychologie derrière l'argent, voilà, vraiment c'est le genre de choses où tu réfléchis, tu vois. Et donc il me raconte ça, et puis je crois que comme tout... donc là, il devait avoir un patrimoine comme entre 500 et 800 000, il redescend... non, pardon, il monte à 1,5 million, et il redescend à 300 000. Parce que bulle des NFT qui down, il redescend à 300 000. Et là, un move super intéressant, et d'ailleurs c'est une belle leçon, il me dit, ouais j'ai encore 300 000, ça paraît énorme, mais quand t'as 1,5 million forcément, et que tu passes à 300 000, c'est plus la même chose dans ta tête. T'es full peur. C'est la peur qui te drive. Il comprend que le marché est en déclin, que ça pue, donc il faut se retirer. Et à ce moment-là, il avait déjà fait un petit peu d'e-com, sans plus. Un peu d'e-com sans plus. Et il se dit, ok, j'ai 300 000. Il comprend les rouages de l'e-com, les tenants et les aboutissants. Et il comprend aussi que
Quand tu fais de l'e-com avec 5000 euros, tu es dans une mare de concurrents parce que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais quand tu fais du vrai e-com, c'est-à-dire que tu investis des gros billets, tu fais une grosse prod, un gros stock, tu réduis tous tes coûts. Et puis tu as une grosse capacité de publicité qui est littéralement game changer. Donc il se dit j'ai 300 000, fuck it, I go all in. Il va all-in sur le marché américain avec 300 000 $. Donc il a une relation fournisseur qui est excellente parce que forcément tu viens avec 300K, tes fournisseurs en Chine ils t'ouvrent toutes les portes, ils t'ouvrent toutes les vannes, tu peux négocier des modalités de paiement, tu peux négocier des innovations sur ton projet, tu peux même peut-être avoir une exclusivité de production, tu peux faire tout passer en prio, tu peux recevoir ta marchandise plus vite. Et puis d'un point de vue publicitaire, pour ceux qui ne savent pas, aux US le coût par mille coûte beaucoup plus cher, mais tu es dans une compète où bah, là tu peux spend, tu vois, tu peux spend, alors que quand tu es à la gorge et que tu dois spend aux US, je peux te dire que tu te prends des claques énormes parce que pour pouvoir scaler ton business et pour être rentable sur ta pub, bah, il faut investir en fait. Il faut investir beaucoup plus. Il faut faire des tests sur 3-4 jours avec peut-être 100, 200 euros ou 1000 euros au jour même. Et puis après, les créatifs qui marchent, tu les mets dans une campagne à 10K jour. Bon, on est sur du technique, mais voilà, grosso modo, c'est pas fait pour les petits, quoi. C'est la Ligue 1, la Ligue 1 de l'e-com. Ok, tu rentres aux US, bah, où tu te prends une claque, ou tu fais un peu le American Dream. Et donc lui, il va all-in aux US. All-in aux US, et là, c'est là où il explose, littéralement. Il fait un shop qui cartonne, un deuxième shop qui cartonne, et là, il fait un move très très smart. Ce move très très smart, je te le montre, je suis sur Miro. Eh les gars, j'ai téléchargé OBS, c'est génial, je kiffe. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est sur une niche, ok, on va pas parler de cette niche-là, mais il ouvre un shop A qui marche bien dans une niche très précise. Là, pour l'exemple, je vais donner la niche du sport. Donc ici, disons qu'il fait dans cette entreprise A des élastiques, ok. Puis il comprend la niche du sport, donc il a un fournisseur forcément qui opère dans cette niche-là, donc il a des produits complémentaires. Il a des produits de la niche du sport, et puis lui, il connaît un peu les créatifs qui marchent, parce que si ta créative marche bien pour ce produit-là qui est dans la niche du sport, bah, tu as juste à dupliquer un peu cette créative et la mettre dans une autre entreprise, l'adapter à un autre produit. Donc il me fait un autre produit dans la niche du sport aussi. Donc ça fait un deuxième shop. Et puis un shop C dans la niche du sport également. Et donc là, pourquoi c'est intelligent? Parce qu'en fait, il mutualise toutes ses connaissances et ses ressources, et il crée un écosystème. Parce que forcément, tu te doutes bien que ce client qui est là, ici, bah c'est aussi un client du produit B. Par exemple, le mec qui a acheté tes élastiques, c'est peut-être un client le jour où tu sors tes pistolets maçons. Et ces mecs qui ont acheté ces pistolets maçons et ces élastiques, c'est peut-être des clients potentiels pour des compléments alimentaires. Et donc là, en fait, il crée tout un écosystème pour arriver jusqu'à 15 millions annuels. Donc, une fois de plus, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon et c'est un move qui est super intelligent finalement. C'est vraiment, il va all-in sur un sujet, il se concentre sur une chose à la fois, et puis derrière, il se développe autour de cette même niche. J'en apprends beaucoup moi de ce moment-là, et j'espère d'ailleurs que tu en apprends beaucoup aussi. N'hésite pas d'ailleurs à me faire tes retours. On est à 18 minutes déjà les gars, je ne vous crois pas. Oh. Enfin bref. Donc ça c'est le move super intéressant qu'il fait. Et je lui dis, et puis grosso modo, il me dit, moi mon truc c'est que j'ai pas envie de me faire chier à travailler. Pas quelqu'un. Alors il adore apprendre, mais c'est pas quelqu'un qui est fait pour faire de la prod. Et d'ailleurs, ça relève pour moi d'un trait de caractère d'un millionnaire. Donc c'est un mec qui va toujours chercher à tout automatiser, tout systémiser. J'en parle dans la vidéo précédente, je te la mets. On est à 19 minutes, je te la mettrai. La vidéo qui parle de comment j'ai créé une machine à cash, donc comment systémiser. Et ben on parle de système. Le mec, et j'en parle dans mes 2 dernières vidéos, a un CEO. Ok, il a un CEO, et comme il a mutualisé toutes ces entreprises ici, bah ses ressources humaines sont les mêmes pour ces 3 produits, ces 3 shops, disons. Et il a plus 3 shops aujourd'hui, je crois qu'il en a 10 ou 15, et il en teste tout le temps. Donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il a un CEO qui vient coordonner tous les corps de métier, et il a une grosse partie, le plus important, parce que comme on le dit toujours, et j'en parle dans mon ancienne vidéo, il a une... Pardon, je vais faire ça. Je suis désolé si c'est pas visuellement appealing, attirant, ok. Il a une grosse ressource qui est le marketing. Et dans cette partie marketing, il a une équipe composée de... donc il a un manager disons un créatif stratégiste, ok. Un gars qui va avoir plein d'idées sur les créatives à pousser, ok.
Et ce créatif stratégiste-là, sous son aile, il a donc le gars qui réalise les vidéos, on va l'appeler réalisateur, et il a le média buyer, le mec qui va faire les pubs. Donc en gros, en fait, c'est là où tu te dis que c'est hyper smart aussi, c'est qu'il se concentre que sur le marketing. Imagine qu'il a tous ses produits, là, son produit A, son produit B, son produit C. En soi, tout ça, c'est régi par un producteur, un fournisseur. Donc en fait, cette partie-là, il n'a pas vraiment besoin de la gérer. Bien évidemment, le CEO, il a peut-être quelqu'un ici, là, qui fait le lien entre les fournisseurs et l'entreprise. Mais bon, c'est pas le gros du taf. Le gros du taf, c'est tous les jours pousser des créatives, faire de la pub sur les réseaux, voir ce qui marche, voir ce qui rapporte de l'argent à travers des métriques clés et dupliquer les créatifs qui marchent et en fait aller chercher tout le marché américain, grosso modo. Je trouve ça dingue, je trouve ça fou et je trouve que ça c'est de la pure valeur, tu vois. C'est la pure valeur et ça montre une fois de plus que tout n'est que marketing, que marketing. Et donc, si tu as du temps et de l'argent, concentre-toi vraiment sur ton marketing parce que toute la partie production, produit, etc., il y a plein de gens qui le font aujourd'hui, c'est easy busy. Et donc, ce qui me frappe, c'est cette capacité de créer un système, une structure où il décorrèle son temps de l'argent qu'il gagne. J'en parle aussi dans mon ancienne vidéo. Ça, c'est un trait de caractère que je pense beaucoup de multimillionnaires ont, c'est ils valorisent leur temps. Et d'ailleurs, ce mec-là, en parlant de temps, il est tout le temps disponible. Mais tout le temps disponible. Tu lui envoies un message, dans les 15-20 minutes, tu vas avoir une réponse. Alors que moi, je fais peut-être 10 fois moins ces chiffres, mais je suis jamais dispo, tu vois. Vraiment, littéralement, je ne suis pas dispo. Genre, j'arrive pas à répondre. C'est des trucs qui me prennent du temps. Et ce mec-là, donc là, j'en viens sur ses traits de caractère. Je reviens sur moi. C'est un mec qui est tout le temps disponible, qui est hyper aidant. J'ai jamais vu quelqu'un d'autant aidant. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait ta réussite, c'est la capacité à aider les autres. Je pense qu'il y a une espèce de loi, alors ça c'est mes convictions profondes, c'est, tu vois, moi je prends ce temps pour essayer de vous aider un maximum, une part parce que ça me fait du bien, et deux parce que je pense que la vie me le rendra. Littéralement, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est vraiment quelque chose que je pense, il y a des gens qui le font de manière consciente, inconsciente, lui il le fait de manière inconsciente, moi je le fais peut-être de manière consciente, mais je le fais pas pour avoir quelque chose en retour, je le fais vraiment parce que j'aime ça. Et bah lui il donne. Et d'ailleurs, mon ami puisqu'il rencontre mon ami qui est promoteur hospitalité, qui s'occupe d'hospitalité en boîte, et il lui montre tout un système, parce que du coup, il est payé en fait aux gens qui ramènent, tout un système. En 2-2, il lui fait presque un site pour lui montrer comment est-ce qu'il peut acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux clients pour sa boîte. Autant vous dire que le mec, il est multimillionnaire et il passe 1 heure, une après-midi en beach club avec mon pote et moi, et il lui fait un site. C'est un truc de fou. En vrai, on se rend pas compte à quel point c'est un truc de fou. Donc ça change aussi ma perspective du gars qui est full machin en ligne ici et ça. Autre trait de caractère que j'ai souligné, c'est un mec qui est très serein et très pragmatique. Quand il te parle d'argent et tu te parles de chiffres, il n'est pas en mode « Wouah, c'est un truc de fou ». Il est ancré, il est sur ses appuis mentalement parlant, il est serein, posé, calme. Ses fréquences cérébrales sont basses. Le mec, quand il parle, il sait de quoi il parle. Ok, s'il ne sait pas, il va te dire je sais pas. Quand il parle d'argent, il n'a pas la même ordre des grandeurs que nous. Enfin, que nous. J'ai plus cet ordre de grandeur, mais que monsieur tout le monde. Dans le sens où pour lui, 15 millions, c'est pas grand chose. Tu vois. Comme moi, quand je te parle d'1 million, c'est pas grand chose. Et il en est persuadé. Ok, il n'a pas cette pression, il se met pas de charge mentale par rapport à son travail. Et un autre trait de caractère qui m'a frappé. C'est une vidéo freestyle, les gars. Hein. Je partage un maximum d'éléments. Un trait de caractère qui m'a frappé, c'est que il est tout le temps, constamment, et d'ailleurs c'est ce qu'il me dit, en train d'apprendre. Tout et n'importe quoi. Il a besoin d'apprendre. Il se nourrit d'apprentissage. Perpétuellement, il apprend, il apprend, il apprend. Et il apprend pas dans le but de faire du business, il apprend dans le but d'apprendre et de créer quelque chose avec son apprentissage. Donc il est en apprentissage actif, c'est-à-dire il prend des formations. D'ailleurs, il m'a donné un site où en fait il y a plein de formations. Il prend des formations sur le dev, sur le marketing, sur l'IA, sur ci, sur ça. Et derrière, il crée des trucs. Mais il crée des trucs pour lui et il me dit c'est après que ça vient. Une fois qu'il a toutes les composantes, que tous ses neurones ont connecté par rapport à l'utilisation d'une technologie ou d'une compétence, là, il peut la mettre à profit pour du business. Mais ça vient vraiment qu'après. D'abord, il prend ce temps pour utiliser ses compétences et il a cet amour pour l'apprentissage, ce que je trouve ouf. Petite parenthèse, en termes de diète, parce que je m'intéresse vraiment à tout. Moi, quand il y a un modèle de réussite, quelqu'un que je considère ayant réussi, je pose un tas de questions, même je regarde aussi, j'analyse, vraiment, je suis dans l'analyse. Sa diète, il est très axé, je ne sais pas si c'est bon, pas bon, j'en sais rien, j'ai mes convictions sur la nutrition, on en parlera peut-être dans un autre, parce que KSMLV, c'est pas que du business, on parlera aussi de nutrition et de santé mentale, je l'espère.
Je parle vite, je parle beaucoup. J'essaie de vous donner des éléments, les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours. Vraiment, ça me fait plaisir, j'ai envie de m'améliorer, donc n'hésitez pas. Enfin bref, on parle de sa diète. Sa diète, c'est une paléo diet, donc il essaye de manger les trucs qui sont le plus... comment est-ce que je peux définir ça? Moi, de ce que j'ai compris, c'est... j'ai pas envie d'aller sur un terrain que je ne connais pas, mais c'est des aliments les plus non transformés, en fait. Comme ce que nos ancêtres mangeaient il y a des centaines, millions d'années. Grosso modo, je crois que c'est ça. Je vous invite à faire vos recherches sur une diète paléo. Voilà. Il faut éviter tout ce qui n'existait pas encore à l'époque. Donc éviter les aliments transformés, les produits laitiers, les céréales, et ci et ça. Et s'inspirer de ce que mangeaient les chasseurs-cueilleurs. Je sais pas si c'est bien, pas bien. En tout cas, c'est ce que lui fait. Et si ça lui va, tant mieux. Après, il n'a pas non plus une diète restrictive, hein, bien évidemment. On a mangé un gros burger, c'est ok. Donc voilà pour ce qui est de la diète, voilà pour ce qui est de son trait de caractère, et maintenant j'en viens à son coaching, parce que tu te doutes bien qu'on a... j'ai un business qui est en commun avec son business, qui est avoir une brand, et donc je lui pose tout un tas de conseils sur ma marque. Et je vais pas vous faire tout ce qui... il me faudra une autre vidéo, mais la première chose, la première leçon dont j'ai appris, il m'a expliqué un truc, il m'a dit... je vous partage là mon écran 2, hop. Il m'a dit, cherche toujours constamment à être hors concurrent. Et donc là, on parle, je vais dessiner de manière horrible, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. En gros, cette leçon, elle est vraiment géniale. C'est que ici, c'est là où, je sais pas, dans l'e-com, par exemple, dans ta niche, la niche du sport, tes concurrents, ils sont tous là, dans un espèce d'océan rouge ici. Ok? C'est là où ton marché il est ultra concurrentiel. Tu fais des élastiques, par exemple, bah, tu as 10 milliards de shops qui font des élastiques. Donc forcément, à terme, le marché est voué à disparaître pour aller vers un autre marché qui sera ouvert, puis après qui redeviendra concurrentiel. Ça s'appelle The Blue Ocean Strategy. Je vous partage un livre sur ça. Et en gros, bah, là, j'ai pas de bleu, donc je te mets du vert, mais imagine que ça, c'est du bleu. Il m'a dit, cherche toujours à aller dans cet océan bleu. Donc là, c'est un univers rempli de concurrents. Ici, là. Ici, c'est rempli de concurrents. Vous avez tous le même produit, vous avez tous les mêmes prix, vous avez tous la même manière de communiquer. Ton objectif, c'est tout le temps de t'extraire vers cet océan. Bah là, pour le coup, il est vert, mais il est bleu de base. Et puis, dès que tu te retrouves dans cet océan, une fois de plus, qui est bordé de concurrents, et bah, tu cherches à chaque fois à t'extraire vers un nouvel océan. Et en fait, pour ça, il y a différentes manières de le faire. Il y a des innovations de par ton produit. Je sais pas, tu as un élastique, peut-être que tu vas rajouter un connecteur sur ton élastique pour mesurer la tension et ta capacité, j'en sais rien, ton endurance musculaire. C'est une énorme connerie ce que je te donne, mais pour que tu aies un exemple. Donc sur ton innoproduit, tu peux innover de par ta manière de production. Donc tu réduis tes coûts. À ce moment-là, tu vas être plus compétitif de par le prix. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie parce que tu tues le marché à un moment donné. Tu peux innover dans ta manière de communiquer. Tu peux aller chercher des nouveaux clients, des clients qui ne sont pas dans la niche du sport par exemple, et donc tu seras le premier à le faire. Et donc ici, tu auras vraiment un boulevard parce que tes concurrents, c'est ceux qui font du pilate et tu vas leur vendre des élastiques en leur disant bah, vous allez faire du pilate d'une meilleure manière grâce aux élastiques, par exemple. Et donc l'idée, c'est de chercher tout le temps à s'extraire. Ça peut paraître balourd, mais vous allez voir que c'est pas un exercice facile. Et surtout quand tu viens sur un nouveau marché, cherche toujours à avoir ou un angle marketing différent, ou une cible différente, ou une utilisation de ton produit qui n'était pas pensée, par exemple. Donc ça, c'est le gros banger qui m'a lancé. Donc du coup, je suis perpétuellement, même quand je suis en train de faire du chiffre sur un truc, à penser à sortir de cette autoroute où ce que fait tous mes concurrents, sortir de ce truc-là et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Ok, là je pense qu'on est vraiment dans le truc où t'as une marque qui est déjà installée et tu fais déjà grosso modo tes premiers sous. Ce que je te conseillerais si tu n'as rien monté, c'est d'abord d'aller dans un marché qui est porteur, commencer à faire un petit peu de chiffres, te familiariser un peu avec le marché, développer tes compétences. Et une fois que tu es en mesure de comprendre ton marché, là, tu vas innover. Ok. Au début, tu peux copier des modèles qui marchent. Moi, je pense que c'est OK. Au salon de l'entrepreneur, j'avais vu le mec de Blablacar qui disait il y a des gens qui se font chier à innover alors qu'ils n'ont jamais rien tenté, plutôt que de copier-coller des modèles qui marchent. Et je trouve ça super vrai. Donc voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Mais c'est vraiment ce gros conseil que j'ai eu en coaching. Ok, là, je te sors vraiment les 20-80 du coaching. Et je vais finir par ça, parce qu'on est déjà à 30 minutes, par l'opportunité du siècle qui m'a conseillé. Et il m'a dit de regarder ça. Je vous la partage, les gars, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Un maximum de likes, de commentaires, de ce que vous voulez pour... bah voilà, c'est de la valeur. C'est un travail qui est gratuit. Je sais pas si les gens le feront comme ça. Moi, je m'en fous, je te le donne. Si je peux aider, let's go, yallah. On crée des choses ensemble. Il m'a dit, alors c'est bateau, renseigne-toi sur l'IA, ce que tout le monde fait actuellement. Mais il y a un truc qui est super avec l'IA aujourd'hui, c'est que tu es en capacité de créer des applications. Ça te paraît très bateau comme ça. Des applications en quelques temps, et sur ces mêmes applications, exploiter de la donnée, la transformer pour pouvoir la revendre à des grosses entreprises. Je vais pas plus loin que ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, je t'invite, il n'y a même pas de lien affilié ou quoi, à regarder ce qu'est en train de faire Lovable. Lovable, tu regardes bien évidemment, essaie de regarder des podcasts aux US. Mais je trouve ça remarquable ce qu'on peut faire avec ça. Donc si ça t'intéresse, si ça te parle, envoie-moi un petit message. Si tu connais déjà Lovable, j'ai pour ambition de créer des projets aussi dessus, donc on peut connecter. Avec grand plaisir, mon chéri. J'espère que cette vidéo sera de forte valeur. On est au jour 3 du challenge, une vidéo par jour pendant les vacances, pendant le mois d'août. Je vais aller faire du sport, je vais aller me détendre un petit peu. Ça m'a fait très plaisir. C'était un peu brouillon, moins structuré que les autres vidéos, mais je pense que ça peut vous donner des idées. Et puis voilà, on se retrouve demain pour le jour 4. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.